Tu es en pleine randonnée dans la nature sauvage, à la recherche d'un endroit sûr où installer ton campement. Tu n'entends que les feuilles et les branches qui craquent sous tes pas. Des écureuils courent dans un arbre là-bas. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produit. Tu remarques quelque chose d'étrange au loin. Entre les arbres, on dirait une sorte de structure en béton. Bizarre. À ce moment, tu t'es déjà enfoncé d'une trentaine de kilomètres dans les bois et il n'y a pas de ville ou de village à proximité. Du moins, pour autant que tu saches. Tu décides donc de sortir des sentiers battus avec tes amis pour aller voir de plus près. Mais en vous approchant, vous réalisez qu'il n'y a rien d'autre ici. Qu'est-ce que ce machin fait là? Littéralement au milieu de nulle part. Et il ne semble même pas mener à quelque chose. Tu enfiles ta casquette de Sherlock Holmes et tu mènes l'enquête. Voyons, peut-être y avait-il une vieille maison ou un manoir ici qui s'est effondré au fil des ans et dont la seule chose qu'il reste est cet escalier. Mais bizarrement, après avoir fait le tour de cette étrange structure, tu réalises qu'il n'y a aucune trace de ruine, ni même de fondation. C'est comme si quelqu'un avait découpé un escalier de sa maison, comme dans un gâteau, et l'avait déposé ici, sans aucune raison. Ok. Tes amis et toi n'avez pas vraiment envie de vous rapprocher. Il y a un truc qui cloche. Plus tu regardes cette structure, plus tu crois sentir une présence effrayante. Quelque chose te dit que tu devrais probablement quitter la zone, et aussi vite que possible. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ces découvertes d'escaliers incongrus trônant tout seuls dans les bois sont étonnamment courantes. Certains sont en bois, d'autres en briques ou en pierre. Certains ont l'air anciens alors que d'autres semblent avoir été terminés la veille. La seule chose qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ne mènent absolument nulle part et qu'ils se trouvent tous dans des endroits bien mystérieux. L'un des plus célèbres se trouve à Chesterfield dans le New Hampshire. Un long escalier d'allure médiévale fait de pierre avec des voûtes romanes au beau milieu des bois. On pense qu'il faisait partie du château de Madame Antoinette Chéry, une chanteuse parisienne des années folles. Ce château serait vieux de près d'un siècle et il a été redécouvert en 1962. Cette fois encore, il n'y avait rien d'autre qu'un escalier. Un autre ancien escalier mystérieux daterait d'il y a 9000 ans. Il se trouve dans une forêt en Italie. Il ressemble à une volée de marche qui mène à une minuscule plateforme au sommet. Pourquoi se donner la peine de le construire s'il ne mène nulle part? Eh bien, certains experts pensent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de tour à la fonction rituelle, mais ce ne sont là que des suppositions. Il se trouve une anomalie géoïde dans l'océan Indien, tout simplement connue sous le nom de dépression de l'océan Indien. Elle produit la plus grande force gravitationnelle naturelle déformante au monde. Les dépôts de minéraux lourds, les nombreuses fosses en eau profonde et les réservoirs de magma présents perturbent le champ magnétique de cette zone. La gravité terrestre change dans différents endroits de la planète. Cela permet aux chercheurs d'étudier certains modèles et de comprendre ce qui se passe sous la surface. Des champs de gravité plus élevés signifient généralement que les matériaux sont plus denses en dessous et vice-versa. Certains scientifiques pensent que l'anomalie pourrait être une crevasse dans le manteau de la planète qui remonterait jusqu'à la croûte terrestre. L'île de Niihau semble se passer allègrement de tout progrès moderne. On n'y trouve aucune voiture car les habitants se déplacent à pied ou à vélo. Pas étonnant qu'ils aient l'air en forme. Ils vivent sans eau courante, sans internet et sans magasin. La seule école de toute l'île est alimentée par l'énergie solaire au moyen d'un générateur d'appoint. Et ce qui est génial, c'est que c'est la seule école de l'État qui soit alimentée par le soleil. Un habitant de l'île explique certaines règles de base que les résidents permanents doivent respecter. S'ils les enfreignent, ils peuvent être expulsés. Maintenant, non loin de Bangkok, dans le nord-est de la Thaïlande, se trouve une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années. Ces roches ressemblent à 3 baleines qui nagent ensemble. Ce magnifique motif, créé par la nature, est aujourd'hui connu sous le nom de rocher des 3 baleines. Il y a des millions d'années, cette région n'était qu'un désert, mais la Terre était en train de changer. Petit à petit, le grès a été écarté par les mouvements des plaques tectoniques et l'érosion. C'est ainsi que ces formations spectaculaires ont été créées. Si tu décides d'explorer le parcours autour des 3 baleines, tu y trouveras des cascades ainsi qu'une faune et une flore abondantes.
Situées sur les péninsules du Yamal et du Guidane, ces vastes fosses ont été découvertes en 2014. Elles semblent toujours en constante évolution. Les fosses tendent à s'élargir de sorte que les gens les repèrent de plus en plus souvent. Bien sûr, les théories sur la façon dont elles sont apparues ne manquent pas. Les hypothèses vont de l'impact de météorites à l'activité d'anciennes civilisations. Mais l'explication la plus répandue est que c'est le méthane qui a réagi aux molécules d'eau après que le permafrost de la planète ait commencé à fondre. Cela aurait entraîné l'éclatement de bulles de méthane à travers la glace. Ces cratères pourraient avoir des milliers d'années, mais personne n'en est certain. Tu te rends dans l'état du Nouveau-Mexique, dans la petite ville de Taos. 2% des habitants y entendent tous les jours un étrange bourdonnement dans l'air. Certains pensent que ce son est lié d'une manière ou d'une autre aux technologies utilisées par les envoyés d'autres galaxies. Il existe aussi une légende selon laquelle quelque chose de sinistre se tapirait dans la ville. On murmure que Taos est maudite. Un mauvais esprit ou quelques fantômes puniraient les gens pour une faute commise par leurs ancêtres dans le passé. Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer la nature de ce son. Une autre théorie avance qu'il serait causé par l'acoustique inhabituelle de l'endroit, tandis que d'autres pensent que ce bourdonnement n'est rien qu'une hallucination collective. Certains pourraient l'entendre pour la simple raison que tout le monde en parle, et nos esprits généreraient l'illusion d'un son qui n'existe pas vraiment. Ce son n'est pas non plus le même pour tout le monde. Pour certains, c'est une vibration grave, pour d'autres, c'est plutôt un bourdonnement. Mais ce n'est pas le seul endroit où tu puisses entendre ces bruits étranges. On l'appelle le hum et des gens du monde entier prétendent l'avoir entendu. Certains habitants d'un petit village d'Écosse le décrivent comme un bourdonnement grave et épais. Tandis que les habitants de Floride auraient également distingué un bruit similaire. On ne sait pas exactement quand ce phénomène est apparu, mais la première fois que la presse a commencé à en parler, c'était dans les années 1970 en Angleterre. De plus, il existe des traces écrites d'un bourdonnement mystérieux datant de près de 200 ans. Selon certaines estimations, seuls environ 2% des gens sur la planète peuvent entendre ce fameux hum. Peut-être que leurs oreilles captent des ondes de basse fréquence, ou peut-être que la raison est tout autre. Un volcan en Indonésie crache de la lave bleu vif et produit des flammes bleues et violettes électriques. Ce phénomène se produit parce que ce volcan a des niveaux de soufre parmi les plus élevés au monde. Il a donc aussi une odeur nauséabonde assez caractéristique. Mais je m'égare. Lorsque les gaz sulfureux interagissent avec l'air chaud et brûlant, ils sont enflammés par la lave en fusion et deviennent bleus. Tu peux aussi trouver le plus grand lac acide du monde à l'intérieur de ce cratère. Oui, cet endroit est une vraie plaie. Ce n'est pas non plus pour rien que les rivières et les lacs sous-marins sont appelés des bassins de saumure. La salinité élevée rend l'eau qui s'y trouve plus dense que l'eau de mer environnante. C'est pourquoi elle coule au fond, formant des rivières et des lacs. Ceux-ci ont même leurs propres vagues, et ces vagues peuvent parfois heurter les rivages. Si tu descendais dans un sous-marin, il flotterait facilement à la surface d'un bassin de saumure. Mais sans sous-marin, nager dans un tel environnement serait trop risqué. Il contient trop de méthane et de sulfure d'hydrogène toxique. Oui, je m'en passerais bien aussi, mais fais-toi plaisir, hein. La grotte des cristaux au Mexique abrite des formations cristallines parmi les plus uniques au monde. Grâce aux conditions extrêmement rares qui règnent dans la grotte, les cristaux y atteignent des tailles phénoménales. L'air est incroyablement humide et l'eau contient des tonnes de minéraux qui stimulent la croissance de ces géants d'un blanc laiteux. Certains d'entre eux sont plus longs que des poteaux téléphoniques. Les rouleaux de neige cylindriques se produisent lorsqu'une rafale de vent commence à faire rouler de la neige sur une pente enneigée, un peu comme pour faire une boule de neige. Mais si c'était une boule, elle finirait par devenir trop lourde pour que le vent puisse la déplacer. Sauf qu'ici, le centre du rouleau est creux. Cela se produit parce que sa couche intérieure est trop fine et est emportée par le vent à mesure que le rouleau se forme. Et ça rend l'objet plus léger qu'une boule de neige. C'est aussi pour cela qu'il roule plus loin. Malheureusement, les rouleaux de neige sont rares car ils ont besoin de conditions bien précises pour apparaître. La dépression de Danakil en Éthiopie est probablement l'un des endroits les plus bizarres que tu verras. Elle est constellée de sources chaudes aux couleurs de néon, de bassins de lave et de vastes étendues de sel. Tu dois être particulièrement prudent là-bas. Des gaz toxiques tourbillonnent au-dessus des phénomènes hydrothermaux.
et de nombreux bassins sont extrêmement acides. Alors ne va pas t'y baigner, attends au moins 30 minutes après le déjeuner. Non, je plaisante. Et enfin, il n'y a rien de mystérieux dans ces 28 000 canards en caoutchouc retrouvés dans les mers en 1992. Un bateau transportant des jouets pour le bain a perdu sa cargaison dans l'océan alors qu'il voyageait de Hong Kong vers les États-Unis. Certains de ces canards y flottent toujours plusieurs décennies plus tard. Ils ont été repérés en Amérique du Sud, en Alaska, à Hawaï et même en Australie. Et ils rendent toujours l'heure du bain aussi amusante. Oh, pouet pouet les petits canards! Tu entres dans le territoire étonnant mais abandonné d'un parc animalier. Les cages des animaux sont recouvertes d'herbe. Les petites maisons ont été abandonnées depuis longtemps et il y a des toiles d'araignées et de la moisissure partout. Tu entres dans un bâtiment sombre et tu vois une lueur verte devant toi. Tu t'approches et tu réalises qu'il s'agit d'un grand réservoir d'eau. Il y a de l'eau verte croupie dedans mais tu es attiré par la silhouette d'un énorme poisson à l'intérieur. Tu viens de trouver un grand requin blanc. Son corps se trouve dans une solution de formol qui le préserve parfaitement. En 2012, Wildlife Wonderland en Australie. En 2018, l'explorateur urbain Luke Macpherson a visité cet endroit abandonné et a publié une vidéo du requin embaumé. La vidéo a été visionnée des millions de nombreux touristes. Malheureusement, des vandales en faisaient partie. L'aquarium a été endommagé, protégé et quelques mois plus tard, alors que l'endroit était presque détruit, il a été déplacé vers un autre afin que le requin puisse conserver son apparence. Le prochain lieu abandonné est beaucoup de briques avec de la peinture délavée sur les murs et un toit en métal rouillé. Cela semble un peu effrayant. Tu fais un pas à l'intérieur. Si certains voyageurs découvraient cet endroit la nuit, ils s'enfuiraient en hurlant à cause de ce dont ils seraient témoins à l'intérieur. Il y a des communiants dans cette chapelle. La plupart sont assis sur des bancs et certains sont debout. Ils ne bougent pas parce que se fondraient et les habitants ont arrêté d'y venir. En 2014, un artiste a fabriqué des statues et danses des deux côtés de la route. Tu arrives à l'arrêt de bus et tu descends de la voiture. Pour voir l'étrange trouvaille dont tu as entendu parler, tu dois aller dans la forêt. Tu passes par les buissons, la boue, les arbres et te voilà. Au début, tu ne vois rien de spécial. Elle est devenue une partie intégrante de la forêt. Les roues et le guidon dépassent et tout le reste est à l'intérieur du tronc. Il s'avère qu'en 1954, un garçon du coin a reçu une bicyclette. Celui-ci a continué à pousser et le vélo en est devenu partie intégrante. Kick et des montagnes au loin. Quelques heures s'écoulent. Tu as soif. Le soleil te brûle la peau. Et soudain, tu vois de l'eau. Ou est-ce un mirage? Tu t'approches dans l'espoir que ce ne soit pas le cas, ouais. C'est de la vraie eau. Mais ce n'est pas une oasis. Ici, au milieu du désert, il y a une piscine. Quel plaisir d'y plonger. C'est ce qu'on appelle une piscine sociale. Un artiste l'a construite au cours de l'été 2014. Absolument tout le monde peut utiliser cette piscine. En revanche, pour cela, il faut d'abord la trouver. Malheureusement, il n'en reste qu'une carcasse aujourd'hui. Les lieux abandonnés ne contiennent pas seulement des choses bizarres et effrayantes. Certaines découvertes peuvent rendre la personne qui les a trouvées riche. Nous allons dans le quartier rouge de Pigalle à Paris. C'est un quartier résidentiel et rien n'a l'air abandonné. Tu entres dans une de ces maisons, tu croises des gens à l'entrée qui vérifient leur courrier dans la boîte aux lettres. Tu montes les escaliers et tu t'arrêtes à la porte d'un certain appartement. Il a l'air délabré. Tu l'ouvres et tu entres à l'intérieur. Ce que tu vois ici te rappelle une scène effrayante tirée d'un film de maison hantée. Tous les meubles et les décorations sont d'époque et tout l'appartement ressemble à une brocante. Une épaisse couche de poussière recouvre chaque centimètre de cet endroit. De vieilles poupées effrayantes et des jouets en peluche reposent sur les tables et sur le sol. Ajoute une mélodie angoissante provenant d'une boîte à musique et tu obtiens un ensemble d'horreur complet. Tu as l'impression d'être remonté un siècle dans le temps et dans un sens, c'est le cas. Le propriétaire de l'appartement a déménagé dans les années 40. Elle a tout laissé tel quel. L'appartement est resté intact pendant 70 ans. Il a été découvert en 2010 lorsque des gens ont commencé à évaluer les biens de la propriétaire de cet appartement. Elle a vécu ailleurs et n'a parlé à personne de l'endroit. Lorsque les huissiers ont ouvert l'appartement, ils ont trouvé un tableau de l'artiste italien Giovanni Boldini, qu'il avait peint au 19e siècle. Ce tableau a été vendu pour 2,5 millions de dollars. Maintenant, nous allons dans un autre désert, en Namibie. Ici, parmi les dunes, non loin de la côte océanique, tu trouveras une lagune asséchée et un vieux bateau coulé à moitié enterré dans le sable. Ou plutôt ce qu'il en reste. Ce navire portugais a environ 500 ans. Il a quitté Lisbonne en 1533 et a disparu près d'une ville minière qui extrayait des diamants en Namibie. En se promenant dans l'épave, on peut trouver des pièces de bateaux de cette époque, mais le plus intéressant est un coffre avec des pièces d'or.
La valeur nette de l'ensemble du navire ainsi que du précieux trésor est estimée à plus de 12 millions de dollars. L'épave a été découverte par des géologues en 2008, mais sa pleine gloire n'a été exposée que 8 ans plus tard. Et maintenant, tu te balades dans les rues de New York en passant par une sombre ruelle déserte où tu aperçois des poubelles. Tu remarques une toile peinte qui dépasse de l'une d'entre elles. Tu la sors de la poubelle et tu réalises qu'il s'agit d'un tableau. L'image n'est pas très claire, mais elle a l'air belle. Tu décides qu'une œuvre d'art n'a pas sa place dans la poubelle et tu la ramènes chez toi. Pendant les 4 années suivantes, tu essaies de trouver quelque chose sur ce tableau. Et un jour, sur un site web consacré aux antiquités, tu découvres que cette toile est un authentique chef-d'œuvre disparu d'une valeur d'1 million de dollars. C'est ce qui est arrivé à une femme de New York en 2003. Lorsqu'elle a trouvé le tableau dans la poubelle, elle a immédiatement senti la puissance qui en émanait. La femme a découvert que le tableau avait été volé à son propriétaire en 1989. Elle l'a rendu et a reçu 15 000 $ en guise de récompense. Le tableau, intitulé « Tres Personajes », a été dessiné par l'artiste mexicain Rufino Tamayo en 1970. Un collectionneur a acheté cette œuvre d'art comme cadeau pour sa femme. Mais quelques années plus tard, le tableau a été volé alors que le couple emménageait dans une nouvelle maison. Terminons maintenant notre voyage par la découverte la plus grandiose et la plus importante. Nous sommes en Turquie. Tu vis dans une vieille maison depuis très longtemps et tu veux redécorer l'endroit. Tu jettes toutes tes affaires usées et tu te souviens que tu as un vieux sous-sol. Tu n'en avais jamais eu besoin avant, mais tu décides de le transformer en chambre. Tu abats un mur et tu découvres un tunnel qui mène au sous-sol. Tout excité, tu décides de t'y rendre et tu réalises que le tunnel ne mène pas seulement à une pièce secrète, il mène à une ville souterraine colossale. En 1963, un Turc a découvert une ancienne ville qui s'étendait sur 18 étages. Elle pouvait accueillir environ 20 000 habitants, du bétail et des vivres. Ce n'est pas seulement un labyrinthe de tunnels. Il y a une chapelle, une école, des écuries, des cuisines et d'autres attributs de la civilisation. La ville a été fondée à l'époque byzantine, il y a plus de 1000 ans. Elle a probablement été construite pour servir d'abri contre les catastrophes naturelles et les guerres. Le détail le plus intéressant, cependant, est qu'elle n'est pas la seule ville souterraine. Elle est adjacente à de nombreux autres tunnels qui s'étendent sur plusieurs kilomètres. En route vers le Moyen-Orient, il y a là un grand désert et la nuit, l'obscurité est complète, sauf à un endroit bien précis. Il s'agit d'un grand cercle qui brille d'une lumière orange vif, le cratère Darvaza. C'est un brûleur à gaz géant. Il y a des années, des géologues ont trouvé du gaz ici et ils ont commencé à l'exploiter. Mais lorsqu'ils ont creusé, ils sont tombés sur une cavité souterraine. La cavité s'est effondrée et a formé un cratère. Il est aussi large que la moitié d'un terrain de foot et sa profondeur équivaut à la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Du gaz a commencé à s'échapper des fissures du cratère. Et comme les animaux paissaient souvent près de cet endroit, les géologues ont décidé de mettre le feu à ces flux de gaz pour en épuiser la source. Ils pensaient que le feu s'éteindrait en un jour ou deux. Mais si tu visites l'endroit aujourd'hui, tu pourras constater que ce portail vers le monde souterrain brûle toujours. Et ça dure depuis presque 50 ans. En 2013, un homme est descendu au fond du cratère en feu pour la première fois. Il y a recueilli de nombreux échantillons et les scientifiques y ont trouvé des bactéries qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Elles semblent tout à fait à l'aise au fond de ce brasier éternel. En 2009, dans la ville de L'Aquila, en Italie, un homme a vu des lumières vacillantes danser au-dessus d'une rue pavée. Il a immédiatement su quoi faire et a déplacé sa famille dans un endroit plus sûr. Quelques secondes plus tard, un énorme tremblement de terre de magnitude 8,3 a frappé la région. Sa connaissance des étranges lumières a sauvé sa vie et celle de sa famille. Alors, quels sont ces mystérieux avertissements ? Pendant des siècles, les gens ont interprété les lumières comme quelque chose venu d'un autre monde. La communauté scientifique ne les prenait pas au sérieux et les mettait sur le compte d'une illusion d'optique ou de l'imagination pure. Mais avec l'arrivée des caméras de surveillance et des smartphones, la quantité de preuves a énormément augmenté. Le lien était désormais évident. Des lumières apparaissaient et un tremblement de terre se produisait. Les experts ont donc enfin commencé à prendre la chose au sérieux et à creuser pour découvrir la vérité. Mais après des années de recherche, les géologues ne sont toujours pas totalement sûrs de la source des lumières. Ils en ont toutefois identifié 5 types. Des éclairs brillants qui illuminent le ciel, ressemblant à des éclairs d'orage ou à un flash d'appareil photo très puissant. Des rayons dans le ciel qui peuvent ressembler à des colonnes lumineuses. Des flammes de différentes tailles qui traversent le sol. Des lueurs diffuses au-dessus des montagnes.
et des boules de lumière qui se déplacent lentement et qui peuvent être interprétées à tort comme de la foudre en boule. Autre phénomène atmosphérique tout aussi peu compris, ces boules peuvent flotter et exploser, laissant derrière elles une odeur de soufre. Mais contrairement à la foudre en boule, ces boules-là semblent être inoffensives, si on ne prend pas en compte ce qu'elles annoncent. Quoi qu'il en soit, les experts ne savent toujours pas comment tous ces types de lumières sont liés au tremblement de terre. Les lumières n'apparaissent pas seulement avant qu'un séisme ne frappe. Certaines ont été signalées pendant et après les séismes. Elles peuvent aussi apparaître avec d'autres phénomènes, comme les chutes de météorites, les éruptions volcaniques ou les aurores boréales. Pour l'instant, les scientifiques ne peuvent que proposer des théories pour expliquer l'inexplicable. L'une des plus récentes prétend que les lumières sont dues à des lignes électriques rompues pendant un tremblement de terre. Mais cette théorie n'explique pas comment le phénomène a été rapporté il y a des centaines, voire des milliers d'années. Comme dans cet ancien conte chinois, selon lequel des nuages ressemblant à des dragons apparaissaient dans le ciel pour avertir d'un prochain tremblement de terre. Ou comme par cet ancien historien romain qui a rapporté que d'énormes lumières ressemblant à des flammes ont éclaté juste avant qu'un énorme tremblement de terre ne se produise. La théorie des lignes électriques a donc été rapidement écartée. Une autre théorie a suggéré qu'il s'agissait de gaz qui s'échappaient. Pendant un tremblement de terre, les roches souterraines se dilatent et se rétractent sous la pression et la chaleur. Cela ouvre et ferme de petits espaces entre elles. Différents gaz se feraient un chemin à travers ces nouvelles ouvertures. Le radon, par exemple, peut être libéré pendant une activité sismique. Il peut ioniser l'air, le rendant électriquement chargé. Mais le radon ne le fait pas assez pour créer des étincelles de lumière. Cette théorie est tentante, mais elle doit être écartée aussi. L'une des théories les plus acceptées est que cela pourrait provenir de l'électricité qui remonte du sous-sol. Lorsque les roches ignées souterraines, celles qui se forment à partir du magma dans les profondeurs de la Terre, subissent des contraintes, elles libèrent de l'oxygène ionisé, ou chargé électriquement. Il traverse la surface et monte dans l'atmosphère, où il crée un champ électrique localisé. Cela peut produire de brefs éclairs de lumière visibles. Certains ne sont même pas si rapides et peuvent durer plusieurs minutes. Maintenant, imagine que tu as roulé pendant des heures dans la nuit. Tu n'as pas eu l'occasion de te reposer, si bien que ton attention ne tient qu'à un fil. Tu t'arrêtes et sors pour te dégourdir les jambes. Puis tu lèves les yeux au ciel et tu vois un magnifique lever de soleil. Mais attends, il y a 3 soleils dans le ciel. Tu te frottes les yeux, mais il y a toujours 3 étoiles brillantes dans le ciel. Non, notre soleil n'a pas été déchiré en 3 morceaux. Il n'a pas non plus été visité par 2 autres étoiles. C'est ce qu'on appelle une parélie. Elle se produit surtout pendant les fortes gelées. Les petits cristaux de glace dans le ciel déforment la lumière. Par conséquent, tu peux voir 3 points lumineux dans le ciel au lieu d'un seul. Ce phénomène est aussi appelé halo. Habituellement, il s'agit simplement d'un cercle autour du soleil. Il est même possible de voir un halo la nuit. Il suffit de regarder un lampadaire et tu verras un cercle lumineux autour de lui. Parfois, un halo peut prendre une forme plus fantaisiste. S'il y a beaucoup de glace dans l'air, la lumière est encore plus déformée, tout comme dans une pièce avec une douzaine de miroirs. Alors, le halo peut prendre la forme d'un œil humain. À cause de ce phénomène, une fausse aube peut aussi se produire. Alors que tu regardes l'horizon, l'aube pointe et le bord du soleil apparaît. Encore un peu et... le soleil commence à se dissoudre dans le ciel. Après quelques minutes, il fait de nouveau nuit. Et seulement 1 minute plus tard, le vrai soleil montre son visage. C'est le même effet de courbure de la lumière que tu as vu auparavant avec les 3 soleils. Seulement maintenant, la lumière est courbée verticalement et non horizontalement. Et au lieu du vrai soleil, c'est son reflet dans des cristaux de glace dans le ciel qui est apparu. Continuons. Ce nuage ressemble à un dinosaure. Et celui-ci ressemble à un chat. Et celui-ci... waouh, on dirait que ces nuages sont en train de tomber. Ah non, c'est juste un nuage de type Mammatus. Leur forme leur donne vraiment l'air de morceaux de nuages sur le point de tomber au sol. Ça ne devrait pas arriver, mais tu ferais quand même bien de commencer à chercher un abri. De tels nuages sont le signe de l'arrivée d'un orage violent. Il faut beaucoup d'air humide avec des cristaux de glace en altitude et de l'air sec dans les basses couches pour créer de tels nuages. Ensuite, des courants d'air verticaux apparaissent entre ces couches. Et ces courants font que les nuages prennent la forme d'un cerveau humain. Ah, comme sur ces photos.
Ils ressemblent à des spaghettis ou à des vers géants. Ce phénomène s'observe surtout en Australie et il s'appelle Morning Glory. Il se produit parce qu'un vent fort tord des parties du nuage des deux côtés. Et alors, ciel un nuage constitué de milliers d'oiseaux. Ils bougent rapidement et changent de forme. En bas, ils le font pour se protéger. Lorsque les oiseaux se regroupent en un tel nuage, ils intimident les oiseaux de proie. Un aigle ou un faucon aurait du mal à choisir une aide de soleil pour le suivant. Ce phénomène dure environ 40 minutes et ces nuages sont les... La nature envoie des signes précurseurs de catastrophes de nombreuses façons différentes. Humaine. Un autre phénomène mystique peut être observé dans le désert, une cascade de sable. Lorsque le vent charrie beaucoup de sable au bord d'un canyon, il commence à tomber. Maintenant, amplifie cet effet 100 fois et tu obtiens une cascade de sable tout en haut de la construction. Il a laissé l'endroit propre et bien rangé avec tout. Un petit coup d'œil discret est permis aux touristes qui achètent un billet pour le sommet de la tour. Poste de police de Londres, car il est caché sous un lampadaire. La raison pour laquelle il a été placé une ligne téléphonique directe avec Scotland Yard. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un stockage d'entretien, alors il n'y a pas grand-chose à y voir, à part quelques serpillières. La gare de Grand Central, l'une des plus fréquentées de New York, propose une activité cachée intéressante à ses voyageurs. Des cours de tennis sont disponibles dans un espace secret appelé l'Annexe. Celle-ci a accueilli beaucoup de choses différentes au fil du temps, d'un studio d'enregistrement à une petite galerie d'art. Mais aujourd'hui, l'endroit est plus connu sous le nom de Vanderbilt Tennis Club et est accessible au public. Tout comme Gustave Eiffel, le producteur Samuel Rotafel, alias Roxy, s'est conçu un appartement caché dans la Radio City Music Hall de New York. Il a également demandé à ce que l'appartement, aujourd'hui connu sous le nom de Suite Roxy, soit décoré dans un style art déco. Il présente des plafonds de 6 mètres de haut, ornés de feuilles d'or et des murs couverts de tentures en velours. De nos jours, seuls les artistes de Radio City et les invités de haute marque peuvent visiter l'endroit. Il serait aussi possible de le louer, mais on dit que les prix sont exorbitants. L'un des symboles les plus connus de Rome, le Colisée, possède des tunnels secrets cachés dans ses souterrains. À l'époque, les Romains utilisaient ces passages pour y garder des bêtes sauvages comme des lions, des tigres, des éléphants et des ours, en vue des combats de gladiateurs et d'autres types de divertissements. Ils sont ouverts aux visiteurs depuis 2010, tout comme le système de canalisation du Colisée. C'était une sacrée avancée technique pour l'époque, avec un réseau de fontaines et même des toilettes. Certaines personnes ont toutefois critiqué l'ouverture de ces tunnels secrets. On pense que cela pourrait à terme affecter la structure du bâtiment, étant donné l'énorme afflux de visiteurs. On dit que l'Empire State Building a 102 étages, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Il possède en fait un 103e étage secret. Pour y accéder, il faut emprunter un escalier caché situé au 102e étage. Mais il est surtout mis à la disposition des techniciens du bâtiment et des célébrités de temps à autre. Ce n'est pas tout. Le 103e étage mène ensuite à la capsule de l'Empire State Building. Il s'agit de la célèbre flèche du bâtiment. L'un des monuments américains les plus reconnaissables comporte une mystérieuse chambre cachée. Si les informations actuelles sont exactes, il se trouve une pièce secrète juste derrière la tête d'Abraham Lincoln dans le mont Rushmore. Elle était censée abriter des objets symboliques et des documents clés de l'histoire des États-Unis, comme sa déclaration d'indépendance et sa constitution. Nous savons à présent que ces documents cruciaux sont conservés dans un lieu hautement plus protégé et que la chambre du mont Rushmore reste inaccessible au public à ce jour. C'est peut-être une salle de flipper pour les park rangers ou un truc dans le genre. Achevée entre 2550 et 2490 avant notre ère, la grande pyramide de Gizeh est la dernière survivante des 7 merveilles du monde antique. Construite pour servir de lieu de dernier repos au pharaon Khéops de la 4e dynastie, on estime qu'elle comporte une grande galerie, la chambre du roi et la chambre de la reine. Mais ce n'est pas tout, car une pièce secrète y a récemment été découverte. Surnommé le Grand Vide, cet énorme espace fait près de 30 mètres de long. Son usage principal est encore sujet à débat, mais certains archéologues pensent qu'il a été utilisé comme rampe interne pour aider à ériger cette structure massive. Le château de Cendrillon est l'attraction principale de Disney World à Orlando, en Floride, dans une section du parc appelée Magic Kingdom. Il possède son propre appartement secret, surnommé la Suite Cendrillon.
À l'origine, cette suite était destinée à accueillir Walt Disney lui-même avec sa petite famille. Il est cependant décédé en 1966 et n'a jamais pu voir le résultat final. Celle-ci a finalement été achevée en 2006 et depuis, elle n'a été ouverte qu'un nombre limité de fois et uniquement pour les visiteurs de marque de la société Disney. La gare de Grand Central n'est pas la seule gare à avoir ses petits secrets. L'Italie a sa propre station Milano Centrale, la seconde plus grande gare du pays. Plus de 320 000 passagers en arpentent les voies chaque jour. Mais la plupart d'entre eux ne prêtent jamais attention à ces portes closes sur le mur latéral de la gare. Elles mènent au pavillon royal, un luxueux salon conçu comme salle d'attente pour la famille royale. Le pavillon comprend 2 grands halls s'étendant sur 2 étages avec des meubles de luxe, du marbre stylisé et le tout agrémenté de sculptures. Même la Statue de la Liberté a son compartiment secret. Essaie de deviner où il se trouve. C'est dans la torche de la statue. Malheureusement, elle n'est plus accessible au public depuis qu'elle a été interdite d'accès en 1916. Une caméra y a été placée en 2011 pour permettre aux gens de profiter en direct de cette vue panoramique. Une statue de Léonard de Vinci située à l'aéroport international de Rome-Fiumicino a été dévoilée pour la première fois en 1960. Elle a récemment fait l'objet d'une rénovation. L'un des ouvriers a cependant fait une découverte mystérieuse pendant les travaux. Un petit trou, quelque part au milieu de la statue, à environ 9 mètres de hauteur. Après l'avoir soigneusement ouvert, 2 parchemins ont été trouvés à l'intérieur. Écrit en latin classique, le premier document racontait l'histoire de la région qui abrite aujourd'hui l'aéroport. L'autre contenait une liste des personnes qui avaient assisté à l'inauguration de la statue. La Cour suprême des États-Unis, à Washington DC, possède une installation sportive secrète où les greffiers, les policiers hors service et d'autres fonctionnaires de la Cour suprême peuvent s'adonner au basket. Ce court de basket, situé au dernier étage du bâtiment, est judicieusement surnommé la plus haute cour du pays. Excuse-moi, j'adore dribbler. Le Club 33 de Disneyland est situé dans la section de New Orleans Square du célèbre parc à thème à Anaheim, en Californie. Ce club exclusif ne compte que 500 membres et il a été inauguré en 1967. Il avait pour but de divertir les célébrités, les politiciens et les sponsors éventuels. Et les décorations ont été offertes par les époux Disney eux-mêmes. Les services proposés ici ont un prix exorbitant. Les membres doivent s'acquitter de 25 000 $, ne serait-ce que pour adhérer au club, et par la suite, une cotisation annuelle de 12 à 25 000 $. L'entrée du club était déjà facile à louper, puisqu'elle ne consistait qu'en une banale porte, ornée d'une plaque dorée portant le numéro 33. Mais suite à un relooking du club en 2014, l'entrée a été déplacée dans un endroit encore plus secret. Néanmoins, les gens peuvent toujours voir l'ancienne à sa place d'origine. Les bibliothèques publiques de la ville de New York ont aussi leurs appartements secrets. Les employés et leurs familles pouvaient profiter de ces pièces cachées qui sont placées au-dessus de nombreux établissements. La plupart d'entre elles ne sont plus que des débarras ou des pièces vides de nos jours. Mais certaines sont accessibles au public, comme celles qui font partie du projet de rénovation à 4,4 millions de $ des appartements de la bibliothèque de Washington Heights. D'un vieux grenier poussiéreux de 350 mètres carrés, il a été transformé en un espace dédié aux adolescents, présentant aussi une médiathèque pourvue de salles pour l'éducation des adultes. C'est plutôt chouette. Le 10 avril 1912, le RMS Titanic a appareillé depuis l'Angleterre. Mais ce n'était pas le lancement d'un navire ordinaire. À l'époque, le Titanic était le plus grand paquebot jamais construit. Il mesurait 269 mètres de long, soit presque la taille de 3 terrains de football. Et de la coque au sommet des cheminées, il avait une hauteur impressionnante de 53 mètres, soit la taille d'un immeuble de 17 étages. Considéré comme insubmersible, il a fallu près de 3 ans à 3000 ouvriers pour le construire. Mais à peine 4 jours après son tout premier voyage, à 23h40, le navire est entré en collision latérale avec un iceberg et a disparu sous la surface de l'océan Atlantique. Il n'a fallu que 2h40 au géant pour couler. Et sur les plus de 2200 passagers et membres d'équipage à bord, seuls 706 ont survécu. L'épave resterait perdue pendant encore 73 ans, cachant ses nombreux secrets dans les eaux glaciales de l'Antarctique.
Et s'il n'y avait pas eu un homme dont la vie entière a été consacrée à l'exploration de la mer, le navire géant aurait pu rester perdu beaucoup plus longtemps. Cet homme était Robert Ballard. Enfant, il était déjà obsédé par l'océan. Cette fascination a commencé alors qu'il n'avait que 12 ans. C'est alors qu'il a regardé une adaptation cinématographique du roman de science-fiction de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Ce film avait tout pour stimuler l'imagination d'un adolescent, avec de l'aventure, des créatures étranges et un puissant véhicule sous-marin appelé le Nautilus. Il pouvait voyager partout dans le monde. À partir de ce moment, la vie sur la terre ferme n'intéressait plus Ballard. À 23 ans, il a été affecté à l'unité de submersion profonde où il a aidé à développer des techniques pour fouiller le fond de l'océan. Sa plus grande réalisation aura été la création d'Alvin, un petit sous-marin facile à manœuvrer qui pouvait transporter 3 personnes. Il était également doté d'un bras mécanique externe conçu pour recueillir des échantillons sous-marins pendant que l'équipage restait en sécurité et au sec à l'intérieur. Le sous-marin Alvin s'est rapidement révélé utile pour exécuter diverses tâches. Par exemple, il a un jour été utilisé pour retrouver un avion qui s'était écrasé en mer. Mais l'embarcation a connu une série de revers. Une nuit, elle a été attaquée par un espadon, ce qui l'a forcé à devoir refaire surface rapidement. L'espadon, coincé dans la couche extérieure du sous-marin, a fait office de dîner cette nuit-là. Et en octobre 1968, le sous-marin était en train d'être abaissé lorsque les câbles qui le retenaient ont lâché, le laissant tomber dans l'eau avec 3 membres d'équipage à bord. Et comme le petit navire était encore ouvert, il s'est immédiatement rempli d'eau et a rapidement commencé à couler. Heureusement, l'équipage a réussi à s'échapper, mais Alvin a bel et bien disparu. Le mauvais temps a entravé les multiples tentatives de récupération de l'appareil. Ce n'est que l'année suivante qu'il a finalement été repêché. Avec le temps, Alvin a été amélioré. Sa coque a été renforcée par du titane, lui donnant un indice de profondeur plus élevé, ce qui l'a rendu encore plus apte à l'exploration des océans. Le sous-marin spécialisé s'est avéré utile dans de nombreuses expéditions menées par Ballard, qui en compte plus de 100. L'homme a été un des premiers à explorer une chaîne de montagnes sous-marines appelée la dorsale médio-atlantique, au milieu de l'océan du même nom. Et quand il a trouvé des évents thermiques dans le rift des Galapagos à la fin des années 70, il a aussi aidé à découvrir et à documenter le processus de chimiosynthèse, qui est une synthèse chimique complexe de l'énergie alimentaire par les bactéries. Mais sa plus grande découverte était encore à venir. Ballard a affirmé qu'il n'avait jamais été un fanatique du Titanic. Mais il a fini par être obsédé par la recherche du navire, après avoir vu d'autres explorateurs essayer et échouer. Comme il l'a dit par après, le Titanic était clairement le 2e mont Everest de l'époque. Beaucoup d'autres avaient essayé. Beaucoup qui, selon moi, auraient réussi ou auraient dû réussir, mais ne l'ont pas fait. Ballard a commencé à envisager de retrouver le navire dès 1973 et 4 ans plus tard, il a concrétisé cette tentative. Il a utilisé le navire de sauvetage en eau profonde Sea Probe, qui était un navire de forage équipé de caméras et d'un sonar. Mais il a été obligé d'abandonner lorsque le tuyau de forage s'est rompu. Ce n'était tout simplement pas son heure. Au début des années 80, un magnat du pétrole texan, nommé Jack Grimm, a essayé de retrouver l'épave à 3 occasions différentes. Une fois, Grimm était juste au-dessus du Titanic, mais son équipement n'a pas réussi à le détecter. Pas de chance. Ballard attendait son heure. Il avait besoin d'un plan et d'aide. Le premier problème était de descendre au fond de l'Atlantique. La plus grande descente qu'il avait effectuée auparavant était de 6000 mètres, et cette descente lui avait pris 3 heures, sans compter la remontée. Ballard savait qu'il pouvait compter sur Alvin, déjà amélioré avec une coque en titane, pour résister à la pression de l'océan. Mais il avait aussi besoin de quelque chose qui ne l'oblige pas à descendre avec lui. Un sous-marin télécommandé sans pilote aurait été idéal. Mais d'abord, il devait en créer un. Il s'est adressé aux autorités, espérant qu'elles fourniraient un financement pour son projet. Et bien que le gouvernement d'alors n'ait guère été emballé par le Titanic, ils étaient prêts à l'aider. Mais ils ont posé une condition. Ballard devait d'abord se concentrer sur la recherche de 2 sous-marins. Les autorités espéraient les étudier pour découvrir pourquoi ils avaient coulé en premier lieu. Il est libre d'utiliser le temps restant sur son contrat pour trouver le Titanic.
N'ayant au port, il a créé 2 nouveaux appareils. Argo était un traîneau conçu pour prendre des photos et enregistrer des vidéos à partir d'une série de caméras embarquées, 18% du fond de l'océan. Argo était censé être attaché. Le deuxième appareil était un petit véhicule robotisé appelé Jason. Ballard était maintenant paré. Il savait qu'il devait trouver ses sous-marins rapidement, simple. Et il a pu remplir ses obligations avec 12 jours d'avance. Avec presque 2 semaines à consacrer à la recherche du Titanic, il est parti explorer l'océan. Il a concentré ses recherches près de Terre-Neuve, au Canada, en tirant Argo. Est-ce que ça pouvait être ça? Le jour suivant, la grande proue d'un navire a été révélée. Le 1er septembre 1985, Ballard et ses compagnons d'équipe. La découverte a suscité un mélange d'émotions. Ballard était excité d'être le premier à trouver la dernière demeure du Titanic. Mais il était aussi submergé par le sentiment de chagrin pour ceux qui avaient souffert lorsque le navire avait sombré. Pendant les 4 jours suivants, l'équipage a exploré l'épave. Ils ont trouvé la quille du navire retrouvé. Il y avait des meubles et de la vaisselle, et malheureusement, plusieurs chaussures en cuir de ceux qui n'avaient pas réussi à se mettre en sécurité étaient éparpillées au fond de l'océan. Il a relevé le défi de résoudre un autre mystère, la disparition d'Amelia Earhart. Elle avait tenté d'être la première femme à faire le tour du monde en avion. Malheureusement, elle a disparu quelque part au-dessus de l'océan Pacifique en 1937. Elle et son aéronef n'ont jamais été retrouvés. Ballard espérait que sa chance l'aiderait à trouver l'endroit où Earhart s'était écrasé. Mais son expédition épave que quiconque, ce n'est là, pour ainsi dire, que la partie émergée de l'iceberg. On estime qu'il y a plus de 3 millions d'épaves dans l'océan, et Ballard n'en a localisé qu'une centaine. Aujourd'hui, âgé de presque 80 ans, l'homme souhaite encourager les jeunes à poursuivre son travail d'exploration des océans et de leurs nombreux mystères. En 1989, il a lancé le projet Jason Learning pour inciter les élèves des écoles primaires à s'intéresser aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques. Il possède également son propre navire de recherche, appelé EV Nautilus, d'après le nom du sous-marin dans le roman de Jules Verne. Un hommage approprié à l'histoire qui aura inspiré sa carrière.